Merci à tous de nous rejoindre pour ce premier Club des branches de l'année 2022. Alors d'abord, tous mes meilleurs vœux. Le vœu le plus cher que l'on puisse souhaiter, c'est finalement de revenir à une vie normale. Ça serait très bien et tout irait avec, on va dire. Donc espérons que 2022 sera une année de changement du point de vue notamment sanitaire. En tout cas, l'année 2022 du point de vue du droit de la négociation collective de branche ne va pas manquer d'être riche, puisque vous le savez, le Conseil d'État, par plusieurs arrêts, dont le premier le 7 octobre 2021, est venu préciser une notion que l'on cernait plutôt difficilement jusqu'à présent, qui était le salaire minimum hiérarchique. Vous connaissez et vous connaissiez le SMIC, vous connaissiez le salaire minimum conventionnel. Avec les ordonnances du 22 septembre 2017 est apparu le salaire minimum hiérarchique, qui est une prérogative évidemment de la branche et qui appartient au fameux bloc 1 que Gwenaël et Emmanuel vous présenteront tout à l'heure. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas véritablement d'éléments de définition. Donc l'arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2022 apporte quelques éléments, quelques précisions ou quelques éléments de définition qu'il est important de maîtriser lorsque, comme vous, on est au niveau des branches. Ça ouvre peut-être des perspectives, mais aussi quelques difficultés qu'on va essayer d'évoquer ce matin grâce aux interventions d'Emmanuel et Gwenaël dans un premier temps axées sur l'arrêt du Conseil d'État. Ensuite, François et moi-même, où on essaiera de tirer les enseignements pratiques de ces décisions du Conseil d'État. Et on terminera par l'intervention du professeur Radé, qui évoquera avec nous, qui replacera cet arrêt dans le contexte général de la négociation salariale de branche, à l'aune notamment de l'obligation que vous avez de négocier sur l'égalité femmes-hommes. Alors bien sûr, comme d'habitude, le club des branches est vivant, donc vous pourrez poser toutes vos questions. Alors vous pourrez les poser soit en utilisant le chat, bien sûr, sur l'appli, soit au terme de chaque intervention où on ménagera des temps d'échange et de parole. Voilà, je passe donc la parole tout de suite, je crois, à Gwenaël François, qui va évoquer avec nous l'arrêt du 7 octobre 2021. Merci. Merci Hugues. Alors justement, avant de présenter l'arrêt du 7 octobre 2021, et avant d'aborder cette question de l'articulation entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise en matière salariale, il est nécessaire sans doute de rappeler les règles relatives à l'articulation des accords de branche et des accords d'entreprise d'une manière générale, parce que c'est une question complexe, vous le savez, c'est une question qui a fait l'objet de nombreuses réformes au cours des dernières années, même si une tendance générale, évidemment, c'est qu'à chaque réforme, on constate bien que le législateur a entendu libérer à chaque fois un peu plus l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche. Alors, peut-être si on peut avancer sur le PowerPoint, la première loi importante, c'est évidemment la loi du 4 mai 2004. C'est évidemment la loi du 4 mai 2004, puisque c'est la loi avec laquelle le législateur a permis finalement à l'accord d'entreprise de déroger à l'accord de branche, avec deux limites importantes néanmoins. La première limite, on la connaît, c'est que le législateur avait prévu 4 matières où la dérogation n'était pas possible, et parmi ces matières, évidemment, on trouvait les salaires minima. Et puis la deuxième limite importante à la possibilité pour l'accord d'entreprise de déroger à l'accord de branche, la deuxième limite, c'était la possibilité qui était laissée finalement à l'accord de branche d'interdire toute dérogation. C'est ce qu'on appelait les clauses de verrouillage, et on sait que les partenaires sociaux ont fait, au niveau des branches, ont fait un large usage de ces clauses de verrouillage, ce qui a eu pour conséquence de réduire la portée du nouveau principe dégagé par la loi de 2004, à savoir la possibilité, par l'accord d'entreprise, de déroger à l'accord de branche.
Donc, pour que l'accord d'entreprise s'émancipe un peu plus, il fallait trouver une autre technique que celle de la dérogation. Et cette autre technique, c'est évidemment la technique de la primauté de l'accord d'entreprise. Donc, les choses ont commencé de manière peut-être un peu timide avec la loi du 20 août 2008, mais c'est la première fois que l'on pose ce principe de primauté de l'accord d'entreprise, mais de manière un peu timide. Pourquoi? Parce que seuls 5 thèmes relatifs au temps de travail, seulement sur 5 thèmes relatifs au temps de travail, l'accord d'entreprise pouvait primer sur l'accord de branche. Parmi ces 5 thèmes, on avait le contingent annuel d'heures supplémentaires, on avait l'aménagement du temps de travail, le forfait jour, le CET. Mais c'est important, cette primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, parce que la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est l'impossibilité pour l'accord de branche, dans ce cas-là, d'interdire la supériorité de l'accord d'entreprise. Avec la loi du 8 août 2016, on poursuit l'œuvre initiée 8 ans plus tôt, en consacrant cette fois-ci la primauté de l'accord d'entreprise de manière presque générale en matière de durée du travail. Donc, sur presque toutes les thématiques en matière de durée du travail, on consacre une primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche avec la loi travail du 8 août 2016. Mais du coup, en dehors de la durée du travail, tous les principes qui ont été dégagés qui étaient dégagés par la loi du 4 mai 2004 demeuraient, avec simplement une petite différence par rapport à la loi du 4 mai 2004, c'est-à-dire que les thèmes où il n'était pas possible de déroger à l'accord de branche étaient passés de 4 à 6. Or, on peut dire finalement, et c'est la slide suivante, on peut dire que l'aboutissement de toute cette évolution, ce sont évidemment les ordonnances du 22 septembre 2017, puisque c'est la consécration générale du principe de primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, consécration générale à l'article L2253-3 du Code du travail. Autrement dit, désormais, dans toutes les matières autres que celles listées aux articles L2253.1 et L2253.2 du Code du travail, les stipulations de l'accord de branche conclu antérieurement ou postérieurement à l'accord de branche prévalent. Donc aujourd'hui, prévalence des stipulations de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Et on le voit, le domaine de primauté de l'accord d'entreprise aujourd'hui est très large parce que ce domaine de primauté de l'accord d'entreprise, il a été défini de manière négative. Finalement, le domaine de la primauté de l'accord d'entreprise, c'est tout ce qui n'est pas listé de manière limitative dans les articles L2253.1 et L2253.2 du Code du travail. Donc le principe, c'est la primauté de l'accord d'entreprise. L'exception, c'est la prévalence de l'accord de branche, mais dans des cas précis, dans des cas listés par le législateur. Il y a 2 dispositions, évidemment, qu'il convient de connaître. L'article L2253.1 du Code du travail, tout d'abord, qui énonce un certain nombre de thèmes, 13 thèmes où l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise. Alors, si on veut être en réalité tout à fait précis, l'article L2253.1 du Code du travail énonce à la fois des thèmes où l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, mais aussi des thèmes qui sont de la compétence exclusive de la branche. Mais si on veut simplifier, on a à l'article L2253 un certain nombre de thèmes où l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, et parmi ces thèmes, on trouve évidemment
en matière salariale les salaires minima hiérarchiques. Donc, prévalence de l'accord de branche, sauf, nous dit le texte, si l'accord d'entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes. Et simplement pour terminer cette présentation de l'articulation des normes, un mot peut-être de l'autre texte, l'article 2253.2 du Code du travail. Ce texte prévoit aussi des thèmes pour lesquels il y a une primauté de l'accord de branche, mais il s'agit cette fois non pas d'une primauté en tout état de cause, mais plutôt d'une primauté optionnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une véritable manifestation de volonté des partenaires sociaux au niveau de la branche, il faut qu'il y ait une clause de verrouillage, c'est-à-dire que sur ces 4 thèmes, la branche peut expressément prévoir d'interdire aux accords d'entreprise conclus postérieurement de comporter des stipulations différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les 4 thèmes où l'accord de branche peut encore prévoir une clause de verrouillage, on trouve en matière salariale le thème des primes pour travaux dangereux ou travaux insalubres. Donc voilà ce que l'on pouvait indiquer pour rappeler les règles d'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise. Alors c'est dans ce cadre que le Conseil d'État est intervenu par ce jeu de mécanos que vous vient de vous présenter Gwenaël, avec les 3 blocs. Celui qui nous intéresse, c'est le cœur du sujet, le cœur du réacteur. C'est dans le bloc 1, la première notion des salaires minima hiérarchiques, avec également en contrepoint à cette notion de salaire minima hiérarchique, celle de garantie d'équivalence qui est prévue par le texte, puisque, comme l'a indiqué Gwenaël, à partir du moment où la prévalence de l'accord de branche n'est pas une prévalence, une primauté absolue, il y a toujours la possibilité pour un accord d'entreprise d'intervenir sur un des thèmes pour lesquels la branche n'a pas le monopole, et il peut intervenir non pas de façon défavorable, mais à partir du moment, si et seulement si, les garanties prévues par l'accord d'entreprise sont au moins équivalentes aux stipulations de l'accord de branche. Donc la problématique qui se posait à l'arrêt du Conseil d'État, qui était d'ailleurs attendue par les praticiens depuis longtemps et notamment par les branches que vous êtes, était double. Elle concernait d'abord l'articulation de l'accord d'entreprise versus l'accord de branche et par ce biais-là, la définition de cette notion de salaire minima hiérarchique sur laquelle je reviendrai ultérieurement, qui n'a fait l'objet d'aucune précision dans les textes des ordonnances de 2017. Alors, pour tout de suite éviter tout suspense, vous le savez, le Conseil d'État, en résumé, a posé 2 solutions. Première solution, il a en quelque sorte sanctuarisé la notion de salaire minima hiérarchique en posant la définition et en fixant le périmètre d'intervention de la branche en la matière et en indiquant ce que la branche pouvait faire ou pas. Et deuxième élément de réponse du Conseil d'État a été de dire qu'à partir du moment où une branche fixait, définissait ce qu'elle entendait par salaire minima hiérarchique, le Conseil d'État a fixé également la marge de manœuvre, la liberté encadrée des entreprises par le biais de leurs accords pour, le cas échéant, intervenir sur ce qui a été fixé par la branche. Alors, de façon très schématique, et on y reviendra de façon plus approfondie ensuite par les débats, le Conseil d'État reconnaît une forme de monopole à la branche pour fixer un montant de salaire minimum hiérarchique et ce que la branche entend inclure ou pas afin de parvenir à ce montant. En revanche, la structure, la façon dont ce montant est composé, les éléments qui viennent s'additionner entre eux pour parvenir à ce montant, relèvent du bloc 3 et donc du champ d'intervention des accords d'entreprise. Précisément, quel était l'objet du litige dans cet arrêt du 7 octobre, qui a ensuite, on le verra, connu des confirmations. Ça concernait la convention collective du commerce de gros prédominance alimentaire, donc toute la branche, pour faire court, des supermarchés, hypermarchés et autres, qui avait, dans le cadre d'un avenant signé en 2018, fixé des salaires minima conventionnels
avec des garanties mensuelles et des garanties annuelles. Particularité de cet avenant était que, en plus du salaire de base, les partenaires sociaux de la branche avaient décidé de fixer, d'incorporer dans la notion du salaire minimal hiérarchique mensuel et annuel deux compléments, deux accessoires de salaire, une prime annuelle que les praticiens de cette convention collective connaissent bien, et également la rémunération des temps de pause, puisque cette convention collective prévoit également un temps de pause conventionnel de 5% par heure rémunéré, même s'il ne vaut pas temps de travail effectif. Et ces deux éléments ont été incorporés par les partenaires sociaux de la branche dans la notion de salaire minimal hiérarchique. Au moment de la demande de présentation au ministère d'extension de cet avenant, le ministère va botter en touche sur deux points. Alors, il va étendre cet avenant, mais avec des exclusions et une réserve. Il va en effet exclure de l'extension les éléments prévus par les partenaires sociaux qui figurent sur le PowerPoint, en ce que donc les partenaires sociaux avaient décidé de sécuriser cette situation, je cite, en prévoyant l'inclusion de cette garantie annuelle de rémunération au sein des SMH, et également en ce qu'il disposait, stipulait que conformément au bloc 1, et dans le cadre des règles prévues par ce bloc 1, les stipulations de l'accord de branche prévalaient sur les conventions ou accords d'entreprise, sauf garantie au moins équivalente. Et il y avait également un même dispositif qui était prévu pour le forfait annuel jour. Et c'est face à cette décision du ministère d'extension, mais sous réserve d'exclusion ou sous réserve pure et simple, que tous les partenaires sociaux de la branche, y compris d'ailleurs l'organisation patronale, la FCD, a décidé d'attaquer devant le Conseil d'État cette décision du ministre du Travail. Et c'est ainsi que l'arrêt en Assemblée du 7 octobre 2021 est intervenu, d'ailleurs, entre parenthèses, avec en plus une procédure inédite ouverte par la loi d'audition et permettant à toutes les parties présentes, y compris au ministère, de faire valoir oralement lors d'une audience publique et ouverte leur position. La position du ministère était relativement simple. Le ministère défendait que dans la notion de salaire minima hiérarchique, il fallait entendre cette notion comme se rapportant au seul salaire de base. Et donc, dans l'esprit du ministère du Travail, la notion de salaire minima hiérarchique était réductible, était réduite à la seule notion de salaire de base, et par conséquent, tous les accessoires, tous les compléments de salaire que les partenaires sociaux de la branche entendaient inclure, à partir du moment où ils sortaient du champ, par définition, par essence même du salaire de base, ne pouvaient pas appartenir à cette configuration-là. Et cette position du ministère n'était pas nouvelle, puisqu'elle se retrouvait en effet dans un certain nombre d'arrêtés de réserve ou d'exclusion qui figuraient également pour d'autres conventions collectives, mais pourrait apparaître dissonante par rapport, on va le voir à la lecture du texte, et dissonante par rapport à un précédent qui est intervenu, sur lequel je reviendrai, en matière de branche de transport routier, juste après l'intervention des ordonnances. Le Conseil d'État censure cette position du ministère, considérée comme étant extrême, et estime, au regard d'un certain nombre d'éléments, que le ministère a commis une erreur de droit. Alors, c'est là où, quand on reprend, et on ne va pas aller dans le détail ligne par ligne de cet arrêt du Conseil d'État, on est quand même face à une formulation du Conseil d'État assez, on va dire, inédite et atypique. Puisque dans toute une première partie de son raisonnement et de sa motivation, le Conseil d'État rappelle le droit antérieur. Il fait toute une partie sur le droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 pour exprimer quelle était à l'époque la position, la lecture, l'interprétation faite d'ailleurs essentiellement aussi par le juge judiciaire, la Cour de cassation, en la matière. Et il rappelle que, selon le droit antérieur, les branches avaient évidemment un pouvoir d'intervention en la matière. J'y reviendrai, cette notion de salaire minimal hiérarchique n'est pas nouvelle. Qu'il y a également, et c'est un point qui est très important, d'égalisation des branches en matière de concurrence. Il ne faut pas oublier que les branches ont aussi, je vais dire presque surtout, également un champ d'intervention en matière d'égalisation et d'éviter les distorsions de concurrence au niveau de la branche. Et puis finalement, on regarde la jurisprudence
quelque peu établi et classique de la Cour de cassation, le Conseil d'État rappelait que finalement cette notion de salaire minimum hiérarchique se confondait peu ou prou à celle de salaire minimum conventionnel et que les interventions du juge judiciaire à l'époque étaient surtout focalisées sur le fait de savoir, par comparaison avec le minimum conventionnel, ce qui devait entrer ou pas dans ces différents éléments d'intégration. Là où le raisonnement apparaît nouveau, c'est lorsque ensuite le Conseil d'État poursuit sur le droit en vigueur depuis l'ordonnance du 22 septembre. Et là, il procède par plusieurs étapes. En synthèse, le premier élément qui, à mon avis, a été quand même fondamental et essentiel dans son raisonnement, c'est qu'à aucun moment, et vous le savez, il suffit de relire l'article L2253 du Code du travail, à aucun moment, le texte de loi, les travaux préparatoires, ni les travaux d'ailleurs parlementaires, ne définissent ce qu'il faut entendre par salaire minimum hiérarchique. Et cette absence de définition légale, cette absence, on va dire, d'éclairage par les travaux préparatoires de l'ordonnance, rapport du président de la République ou par les travaux parlementaires, est expressément soulignée par le Conseil d'État pour asseoir un des piliers de son raisonnement. Sous-entendu, si le législateur a décidé en connaissance de cause de ne pas apporter une définition nouvelle à cette notion de salaire minimum hiérarchique, c'est parce que tout simplement et implicitement, il a entendu se baser sur la lecture qui était faite de cette notion précédemment, d'où l'importance pour le Conseil d'État d'avoir préalablement rappelé quel était le droit antérieur. Deuxième élément de son raisonnement, et à partir de cette absence de définition légale, le Conseil d'État fixe alors une méthodologie, un canevas pour les partenaires sociaux, d'ailleurs aussi bien de la branche que de l'entreprise, pour déterminer assez précisément, même s'il reste encore plein de questions ouvertes, on en abordera quelques-unes avec François et Hugues tout à l'heure, les différents champs du possible. Alors, premier champ du possible, le Conseil d'État expose qu'il est loisible à la branche de définir ou pas ce qu'elle entend par salaire minimum hiérarchique. Donc, les partenaires sociaux peuvent décider d'intervenir ou pas sur cette notion de salaire minimum hiérarchique. Et si les partenaires sociaux décident d'intervenir en définissant ce qu'ils entendent par cette notion, là aussi, ils ont une certaine liberté. Ils peuvent se borner, se contenter à axer leur définition sur le seul salaire de base, ou ils peuvent également décider d'intégrer dans la notion de salaire minimum hiérarchique certains compléments de salaire expressément identifiés, et tel était le cas en l'espèce dans l'avenant de la convention collective, puisque, pour rappel, les partenaires sociaux visaient bien une prime annuelle d'une part, et puis la rémunération d'un temps de pause conventionnel d'autre part. Ça, c'est sur le champ du possible au niveau de la branche. Et en articulant ce champ du possible de la branche avec ce qu'il est possible de faire au niveau des entreprises, ça c'est le deuxième élément de réponse apporté par le Conseil d'État, le Conseil d'État énonce également vis-à-vis cette fois-ci des entreprises, que les entreprises, au titre non pas du bloc 3 qu'a évoqué tout à l'heure Gwenaël, donc le champ finalement résiduel de tout ce qui n'est pas prévu par les blocs 1 et par les blocs 2, mais au titre de la garantie des équivalences, qu'on évoquera également tout à l'heure, les entreprises peuvent réduire ou supprimer ces compléments de salaire à condition que ces éléments de rémunération que les entreprises peuvent décider d'inclure ou d'ôter fassent en sorte que les unes additionnées aux autres, on parvienne à une rémunération effective au moins égale à celle fixée par la branche au titre du SMH. Une des questions qui se posent et sur lesquelles d'ailleurs nous-mêmes, en préparant cette intervention, on a échangé de façon assez vive, est de savoir, mais quid si la branche, finalement, ce qui est le cas dans un certain nombre de conventions collectives, n'apporte aucune définition du SMH. Donc voilà quelles sont les solutions apportées par le Conseil d'État dans cet arrêt. Camille, si vous voulez bien passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on voit que c'est une jurisprudence qui est aujourd'hui bien établie,
puisque nous savions que lorsque le Conseil d'État a rendu cet arrêt le 7 octobre, il y avait également dans les tuyaux un certain nombre d'autres recours en excès de pouvoir qui avaient été présentés par différentes branches. Je vous en cite quelques-unes ici au niveau de la bijouterie, de la métallurgie ou des services à la personne. À chaque fois, par une série d'arrêts du 13 décembre, le Conseil d'État a repris mot pour mot, par un copier-coller, la motivation et le raisonnement qui a été rendu le 7 octobre pour ensuite le dupliquer et l'exprimer à ces différentes conventions collectives. Et à chaque fois, à partir du moment où le ministère du Travail s'était réduit à considérer le SMH comme étant uniquement le salaire de base, il y a eu par le Conseil d'État annulation des dits arrêtés. Voilà de façon assez brève et synthétique quels sont les éléments. Alors ce que l'on vous propose maintenant dans un exercice un peu croisé avec Gwenaël, c'est d'apporter la contradiction, la défense ou la critique de cet arrêt qui, on peut imaginer, aurait pu trancher différemment et apporter d'autres éléments. Peut-être, Gwenaël, veux-tu replacer cette critique dans son contexte, puisque tu as également été amené, dans le cadre d'une revue juridique, à apporter un commentaire et à critiquer cet arrêt. Oui, merci Emmanuel. En effet, la solution du Conseil d'État peut paraître surprenante au regard des nouvelles règles d'articulation des accords de branche et des accords d'entreprise. Pour faire simple, aujourd'hui, le principe, c'est la primauté de l'accord d'entreprise et l'exception, c'est la prévalence de l'accord de branche, mais dans des cas limitativement énumérés par le législateur. Et l'on sait que en droit, les exceptions doivent être interprétées strictement, sauf à vider, évidemment, le principe de sa substance. Or, et ça c'est important, les primes, et il n'y a pas de débat sur cette question, les primes relèvent bien du bloc 3. Les primes, les compléments de rémunération relèvent du bloc 3, c'est-à-dire du domaine de primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, ce qui aurait dû amener en matière salariale, ce qui aurait dû amener à limiter les salaires minimums hiérarchiques au salaire de base, sauf à vider évidemment le principe de sa substance. Alors j'entends bien que l'on nous explique que il n'y a pas de définition, ce qui est vrai, pas de définition dans la loi des salaires minima hiérarchiques. Le législateur n'est pas venu expressément indiquer ce qu'il faut mettre dans cette notion de salaire minima hiérarchique, mais ça n'enlève rien, à mon sens, au fait que l'esprit de la réforme, c'est de donner la primauté à l'accord d'entreprise. Et si le principe, c'est la primauté de l'accord d'entreprise, évidemment, je dois interpréter de manière stricte toutes les exceptions et toutes les hypothèses de primauté de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise, sauf à vider le principe de sa substance. Ça, c'était peut-être la première critique que l'on peut faire de l'arrêt du Conseil d'État. Et puis, le deuxième argument qui était d'ailleurs soulevé par le ministère devant le Conseil d'État, et c'est intéressant. Alors là, il y a une petite coquille. C'est pas l'article L2253.3, mais c'est l'article L2253.2 du Code du travail. Cet article, que dit-il? Cet article, vous savez, c'est celui sur les clauses de verrouillage. À propos des clauses de verrouillage, il y a donc possibilité pour la branche d'interdire aux accords d'entreprise postérieurs de prévoir des stipulations différentes. Et ces clauses de verrouillage, elles sont possibles sur 4 thèmes, et en particulier sur le thème
des primes pour travaux dangereux ou insalubres. Et à partir du moment où les clauses de verrouillage ne peuvent être décidées que pour les seules primes pour travaux dangereux ou insalubres, ça veut dire que ce sont donc bien les seules primes qui peuvent être sanctuarisées au niveau de la branche, et on aurait dû en déduire, et c'était d'ailleurs la position du ministère devant le Conseil d'État, on aurait dû en déduire que toutes les autres primes sont abandonnées à la prévalence de l'accord d'entreprise, et par voie de conséquence que toutes les autres primes ne peuvent pas être sanctuarisées par inclusion dans les salaires minima hiérarchiques. Alors, je laisse évidemment la parole à Emmanuel pour apporter la contradiction. Voilà, et pour te dire que je ne suis pas d'accord avec cette lecture, pour différentes raisons que je vais reprendre et détailler. Premier élément, je reviens sur ce point et je rebondis sur ce que tu as dit, Gwenaël, c'est qu'à partir du moment où le législateur n'a pas défini la notion de salaire minimum hiérarchique, il laisse un vide. Et la nature, et particulièrement le juge, a horreur de vide, et lorsque le législateur laisse un vide dans un texte ou une notion, bien évidemment, le juge suprême, qu'il soit administratif ou judiciaire, s'empresse de donner sa lecture et de combler ce vide. Sachant qu'en plus, dans la matière, la notion de salaire minimum hiérarchique, c'est pas une nouveauté des ordonnances de 2017, puisqu'en refaisant de l'archéologie juridique, ce sont depuis les lois Auroux de 1982 que cette notion existe, notamment s'agissant de la négociation des pouvoirs des branches en la matière. Vous aviez un ancien article L132.12 qui ensuite a été recodifié 22.41.2 et aujourd'hui 22.41.9, qui, de façon d'ailleurs relativement inchangée et à droit constant maintenant depuis des décennies, ouvre à la branche, je dis même pas la faculté, mais presque le devoir, d'intervenir en matière d'évolution des salaires moyens effectifs par catégorie professionnelle et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. Donc cette notion de salaire minima hiérarchique qui est ancrée dans notre droit depuis 1982, n'est pas nouvelle. 2, historiquement, elle a toujours été lue et interprétée, je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par le juge judiciaire, comme visant les salaires minima conventionnels qui par nature sont hiérarchiques, puisque, comme vous le savez, que ce soit par des coefficients, des échelons, peu importe, ou par catégorie professionnelle, par nature, les salaires minima définissent des niveaux différents, et c'est ce qu'a rappelé le juge administratif. À sa connaissance, il y a eu manifestement un dialogue entre le juge judiciaire et le juge administratif, comme il est classique en la matière. La Cour de cassation n'avait par le passé jamais interprété la notion de salaire minima hiérarchique comme étant réservée ou se réduisant au seul salaire de base. Certains arrêts, on en cite un parmi d'autres, qui était intervenu en matière de convention collective des industries chimiques, mais il en existe d'autres, avaient même plutôt tendance à dire que par salaire minima hiérarchique, il fallait entendre salaire minima conventionnel et tout ce que le salaire minima conventionnel pouvait intégrer. Donc cette notion n'est pas nouvelle et elle s'inscrit, loin s'en faut par rapport à ce qu'on peut l'imaginer, dans une sorte de continuum par rapport à ce que le législateur a déjà tranché depuis des décennies. Deuxième élément et commentaire croisé, c'est qu'à partir du moment où le législateur de 2017 n'a pas jugé utile, opportun, pertinent, d'apporter une définition autre, différente de la notion de salaire minima hiérarchique, ni d'ailleurs du salaire de base, puisque dans le salaire de base, on ne trouve aucune définition dans le Code du travail. Comment interpréter ce silence? Alors là, je cite, parce que je trouve cette phrase à elle seule résumant toute la situation, le rapporteur public Raphaël Chambon, qui a été amené à apporter ses conclusions devant le Conseil d'État, dans un moment dans un rapport, il indique que on ne peut déduire du silence de l'administrateur, ce silence de l'administrateur, du législateur, cela ne peut se déduire de façon subliminale d'une supposée intention du législateur jamais clairement exprimée. Dit autrement, la position du ministère de considérer que le salaire minimum hiérarchique se réduirait au seul salaire de base ne trouve aucun fondement, ni express ni implicite, de quelque sorte que ce soit, à aucun moment dans les travaux, dans les débats parlementaires et encore moins
dans la rédaction stricto sensu du texte. Et cette notion de réduire le salaire minimum hiérarchique au seul salaire de base serait d'autant plus paradoxal et contradictoire, et que vous savez tous, dans la foulée de l'ordonnance du 22 septembre 2017, si on remonte un peu dans le temps, il y a eu immédiatement une branche qui avait réagi, la branche des transports routiers, puisque les partenaires sociaux, quelques jours après, vous voyez, on est le 4 octobre par rapport au 22 septembre, quelques jours après la réédition des ordonnances, les partenaires sociaux, donc sous l'égide du ministère du Travail à l'époque, Mme Billot, et puis du ministère des Transports, à l'époque Mme Borne, ont décidé d'inclure dans la branche des transports, au titre du salaire minimum hiérarchique, non seulement le salaire de base, mais également un certain nombre d'accessoires, primes de panier et autres. Et à l'époque, souvenez-vous, peut-être pour des raisons politiques, puisque le gouvernement de l'époque ne voulait peut-être pas que les transports routiers bloquent le pays, mais il n'empêche que juridiquement, ça s'est traduit ainsi. Cet accord du 4 octobre 2017 a été avalisé par les deux ministères de tutelle, les transports et le travail, et cela n'a posé à l'époque aucune difficulté au niveau du ministère de considérer pour cette branche que le salaire minimum hiérarchique devait s'entendre non seulement du salaire des bases, mais également d'un certain nombre de compléments ou d'accessoires de salaire, pas nécessairement des primes d'ailleurs, que les partenaires sociaux avaient décidé. Donc il faudrait quand même que le ministère nous explique pourquoi ce qu'il avait décidé dans un sens en octobre 2017 devait par la suite trouver une autre lecture pour d'autres branches. Et ensuite, le dernier élément, qui à mon sens est quelque part le coup de massue sur le fait de dire que le salaire minimum hiérarchique ne peut pas se réduire au seul salaire de base, c'est que si on suivait la position du ministère du Travail, on ne voit pas dans cette lecture-là, au titre donc de l'article L2253.1 du Code du travail, donc du bloc 1, quelle serait la notion de garantie au moins équivalente, puisque Gwenaëlle vous l'a exposé tout à l'heure. Souvenez-vous, il y avait la colonne de gauche sur le tableau qui correspond aux thèmes pour lesquels la branche a le monopole, et sur la colonne de droite, dans les salaires minima hiérarchiques, les thèmes pour lesquels la branche a la prévalence, mais sans avoir le monopole, et sans que cette prévalence soit absolue. Il y a toujours la possibilité pour la grande entreprise d'intervenir et de prévoir des garanties au moins équivalentes. Si le salaire minimum hiérarchique devait être égal au salaire de base, ça signifierait que la notion de garantie au moins équivalente serait dépourvue de substance, dépourvue de sens et de portée, puisque je ne vois pas comment un accord d'entreprise pourrait prévoir une garantie au moins équivalente à un salaire de base. La notion, en fait, serait dans ce cas-là inefficace, inopérante et ne trouverait pas lieu à application. En revanche, en suivant la thèse du Conseil d'État, à partir du moment où le salaire minimum hiérarchique ne se réduit pas au salaire de base, mais comporte également certains compléments de salaire, cette notion de garantie au moins équivalente qui est à la main des partenaires sociaux de l'entreprise trouve son plein effet et permet aux entreprises, par le biais de leur accord, d'avoir une lecture, une composition différente. Et il me semble donc que la solution dégagée par le Conseil d'État, ne serait-ce que sur cette notion de garantie au moins équivalente, est celle qui me semble à son plus juste milieu, sans être extrême d'un côté avec le ministère qui souhaitait la réduire au seul salaire de base, ou sans être extrême de l'autre côté de la part de certains partenaires sociaux, organisations syndicales de la branche, qui, elles, voulaient verrouiller le bloc numéro 1 et considérer que le salaire minimum hiérarchique qui comportait certains compléments de salaire ne laissait aucune marge de manœuvre aux entreprises. Il y a eu une sorte d'entre-deux qui a été décidé par le Conseil d'État, et cet entre-deux, semble-t-il, est ce qui se concilie le mieux au titre du bloc 1 avec la notion de salaire minimum hiérarchique et la notion de garantie au moins équivalente qui, par l'interprétation du Conseil d'État, continue de produire ses effets et d'avoir une signification pratique pour les partenaires sociaux. Donc voilà avec Gwenaëlle les quelques éléments critiques que nous souhaitions aborder avec vous pour ce premier décryptage de l'arrêt du Conseil d'État. Et nous vous proposons, à moins que vous ayez d'ores et déjà des questions, de poursuivre avec Hugues et François qui, dans le prolongement de ce décryptage, vont apporter des déclinaisons pratiques de ce que les conventions collectives peuvent décider ou pas, et notamment
parce que ça nous a occupé un petit peu pendant cette préparation. Que décider? Comment signifier une stipulation de convention collective qui ne prévoirait aucun SMH? Quid à ce silence? Merci à vous encore et à votre disposition si vous avez des questions. Sinon, je passe la parole à Hugues et à François. Merci Emmanuel, merci Gwenaël. Quand on regarde le chat, il y a déjà quelques questions qui ont été posées et la première a été de savoir quel intérêt une branche aurait-elle à définir expressément ce qui relève du SMH. C'est une très bonne question et ça fait le lien avec ce que nous allons évoquer maintenant parce qu'après tout, quand on lit l'arrêt du Conseil d'État, finalement, il y a deux positions possibles au niveau de la branche. Celle de dire je ne fais rien, je garde mes dispositions conventionnelles telles qu'elles existent aujourd'hui et je ne parle pas de SMH. Ou deuxième hypothèse, je vais définir ce qu'est ce salaire minimum hiérarchique. Ce sont les deux options qu'ont les branches aujourd'hui. Alors, il y a l'idée derrière tout ça quand même que à quoi ça sert de définir le SMH? Quelle est la finalité au niveau d'une branche de définir le SMH et par exemple d'intégrer des éléments de rémunération qui sont des primes dans la convention collective. Il ne faut pas perdre de vue que le rôle de la branche, il a été défini légalement comme servant à déterminer les conditions d'emploi et de travail des salariés de la branche, mais aussi à réguler la concurrence. Et dans l'affaire qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel dans le transport, où les partenaires sociaux au niveau de la branche du transport ont décidé de définir le salaire minimum hiérarchique en prenant les minima conventionnels plus certains éléments de rémunération complémentaires comme les primes de panier, l'objectif poursuivi aussi bien par les organisations syndicales que patronales, c'était d'éviter par la convention collective le dumping social. On retrouve ici l'exemple de l'accord collectif de branche comme étant outil de régulation de la concurrence dans les différentes entreprises de branche. Alors, la question, et je reviens à la question qui a été posée, et pour y répondre, nous allons prendre un exemple pratique. Donc, je pense que normalement, si tout se passe bien, vous avez mon PowerPoint à l'écran. Cet exemple pratique, finalement, on va le faire de manière très simple. J'ai pris, pour illustrer l'arrêt du Conseil d'État, l'hypothèse d'une convention collective qui prévoit 4 éléments de rémunération distincts. Premièrement, donc qui est représenté par le chiffre 1 sur fond bleu, le salaire minimum conventionnel mensuel. J'ai un coefficient et à ce coefficient correspond un salaire minimum, un coefficient 180, 1800 euros, etc. Vous avez le tableau sur le PowerPoint. J'ai un deuxième élément de rémunération dans cette convention collective qui est un complément métier et qui est exprimé en pourcentage du salaire minimum conventionnel. Donc, selon certains métiers, lorsque le salarié a certaines qualifications, etc., ou un certain métier dans une classification, ce métier va lui permettre d'avoir un pourcentage supplémentaire au titre de son salaire minimum conventionnel. La convention collective prévoit un troisième élément de rémunération, qui est une prime d'ancienneté égale à 1% du salaire minimum conventionnel par année d'ancienneté. Et puis, j'ai un quatrième élément de rémunération qui est lié finalement aux suggestions que subit le salarié et qui consiste en une majoration du taux horaire lorsque le salarié est amené à travailler effectivement un jour férié. Alors bien sûr, on est ici dans une convention collective qui a été mise en place, négociée, signée avant les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et où la référence à cette notion de salaire minimum hiérarchique n'apparaît pas expressément. J'ai un salaire minimum conventionnel, j'ai un complément métier, j'ai une prime d'ancienneté et j'ai une indemnité de suggestion pour les travails des jours fériés. Voilà comment est la structure conventionnelle. À partir de là, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, deux options possibles pour les partenaires sociaux au niveau de la branche. Premièrement, celle de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas prendre la main au niveau de la branche sur la définition du salaire minimum hiérarchique. Et donc là va se poser la question de savoir pour les entreprises qui souhaiteraient éventuellement déroger aux dispositions de la convention collective par accord d'entreprise, aux dispositions salariales de la convention collective par accord d'entreprise, la question est de savoir dans quelles limites elles peuvent déroger. Et donc, ça revient à se poser la question de savoir, en l'absence de dispositions expresses de la convention collective sur ce qu'est le salaire minimum hiérarchique, bien, quel est ce salaire minimum hiérarchique ?
puisque la convention collective ne dit rien, je dois, moi, au niveau de l'entreprise, si je veux négocier et déroger aux dispositions de la convention, être en mesure d'identifier, en l'absence de stipulation de branche, ce qu'est le salaire minimum conventionnel hiérarchique. Alors si, en l'absence de stipulation conventionnelle, on se pose cette question, évidemment, on va dire qu'à minima, le salaire minimum hiérarchique, c'est le salaire minimum conventionnel, c'est-à-dire l'élément de rémunération que j'ai appelé l'élément numéro 1. Mais la question peut se poser de savoir si on n'y ajoute pas le complément métier prévu par la convention collective, qu'on y ajouterait également le troisième élément de rémunération qui est la prime d'ancienneté et éventuellement le quatrième élément de rémunération qui est la majoration du taux horaire pour les suggestions liées au travail des jours fériés. Ça pourrait être ça la définition du salaire minimum hiérarchique. En réalité, je pense que naturellement, la prime d'ancienneté et l'indemnité pour travail des jours fériés ne font pas véritablement partie du salaire minimum hiérarchique. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail, elles sont pour l'un la contrepartie au fait que le salarié est présent dans cette entreprise depuis un certain nombre d'années, et pour l'autre, la majoration du taux horaire pour les jours fériés, une rémunération d'une suggestion exceptionnelle. Donc le salaire minimum hiérarchique, à mon sens, en l'absence de stipulation conventionnelle de branche le définissant, ne prendrait pas en compte la prime d'ancienneté et la majoration des jours fériés. Par contre, peut se poser la question de savoir si ce salaire minimum hiérarchique, c'est simplement le salaire minimum conventionnel ou si c'est le salaire minimum conventionnel plus le complément métier. Pourquoi je pose cette question ? Parce que le complément métier, c'est finalement la contrepartie directe du travail du salarié. Et ça m'amène ici à poser la question, et c'est une question qu'on s'est posée tous ensemble au sein du département branche et sur lesquelles, non pas les avis divergent, mais sur lesquels il faut bien admettre aujourd'hui qu'on n'a pas véritablement de réponse. Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire qu'en l'absence de stipulation conventionnelle de branche sur la définition du salaire minimum hiérarchique, est-ce que le juge, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, qui adore combler les vides, ne viendrait pas dire que ce salaire minimum hiérarchique est constitué du salaire minimum conventionnel, auquel s'ajoutent tous les éléments complémentaires de rémunération qui sont la contrepartie directe du travail. Et donc, si on dit que le juge va appliquer pour définir le salaire minimum hiérarchique la même jurisprudence que celle qu'il applique pour définir les éléments de rémunération que l'on prend en compte pour savoir si un salarié perçoit une rémunération au moins égale au SMIC, alors si on a cette interprétation-là, si le juge a cette interprétation-là, il est fort probable que le complément de salaire métier, dans mon exemple, soit ajouté au salaire minimum conventionnel pour définir, en l'absence de stipulation, ce qu'est le salaire minimum hiérarchique. C'est quand même une première difficulté dans l'appréciation de la décision du Conseil d'État qui ne porte pas expressément sur cette question, mais cette question, elle est quelque part la résultante de l'arrêt du 7 octobre 2022. Alors c'est sûr que si je dis que le salaire minimum hiérarchique, c'est l'élément, le salaire minimum conventionnel, plus ou pas le complément métier, je définis la marge de manœuvre pour l'entreprise qui, par accord d'entreprise, conformément aux dispositions du bloc 3, voudrait déroger à la structure de rémunération existante dans la branche. Elle peut déroger à la structure de rémunération existante dans la branche, mais à la condition que sa structure issue de l'accord d'entreprise soit au moins égale au salaire minimum hiérarchique de la branche, non pas défini par la branche, puisque je suis ici dans une hypothèse où la branche n'a pas défini expressément son salaire minimum hiérarchique, mais où le juge viendra tôt ou tard nous dire, en l'absence de stipulation expresse dans la branche définissant salaire minimum hiérarchique, je considère que le salaire minimum hiérarchique, c'est l'élément 1 ou l'élément 1 plus 2. On peut avoir une interrogation sur ce point, mais c'est quand même une insécurité juridique qui va quelque part rendre plus instable la négociation collective
d'entreprise. Alors que, et je rejoins assez Gwenaëlle François sur ce point tout à l'heure, l'idée des ordonnances Macron, c'était quand même de laisser beaucoup plus de liberté à la négociation collective d'entreprise, beaucoup plus d'indépendance par rapport à la branche. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où la branche ne va pas expressément définir ce qu'est son salaire minimum hiérarchique. Mais, et c'est là l'apport essentiel de l'arrêt du Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État vous dit que finalement, il est loisible à la branche, pour reprendre les termes utilisés dans le Conseil d'État, de s'emparer du sujet, de définir ce qu'est ce salaire minimum hiérarchique et, le cas échéant, pour apprécier ce salaire minimum hiérarchique, d'intégrer des compléments de rémunération. Alors attention, intégrer des compléments de rémunération conventionnels prévus par la branche pour aboutir à un montant. Le Conseil d'État dit à la branche, c'est vous, partenaires sociaux de la branche, qui êtes en mesure de définir le montant du salaire minimum hiérarchique. Par contre, bloc 3, la structure de la rémunération, c'est l'accord d'entreprise qui prime. L'accord d'entreprise pourra déstructurer la rémunération conventionnelle de branche, pourvu que, par l'accord d'entreprise, on atteigne au moins le montant du salaire minimum hiérarchique fixé par la branche. Alors, à partir du moment où j'ai cette liberté conventionnelle, la branche peut s'emparer du sujet et dire « je vais définir mon salaire minimum hiérarchique ». Dans mon exemple, que peut faire la branche? Elle peut dire tout simplement « le salaire minimum hiérarchique, c'est le salaire minimum conventionnel mensuel », c'est-à-dire l'élément 1 de rémunération. Mais elle peut aussi très bien dire « c'est l'élément 1 plus le complément métier ». Elle peut également dire « c'est le 1 plus le 2 plus la prime d'ancienneté ». Pourquoi pas? Entre nous, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais pourquoi pas? Elle pourrait même aller jusqu'à dire c'est le 1, le 2, le 3 et la rémunération de la suggestion des jours fériés. Ou même, toute autre option, le 1 plus le 3, etc., etc. La branche va expressément définir le salaire minimum hiérarchique, c'est-à-dire que vous allez réviser votre convention collective pour dire ce qu'est ce salaire minimum hiérarchique. Et c'est à vous, branche, en accord avec les partenaires sociaux, d'essayer de définir ce montant qui prendra en compte ou pas des compléments de rémunération prévus par la convention collective. On est ici tout à fait dans le rôle qui est dévolu, légalement dévolu à la branche, de régulateur de la concurrence entre les différentes entreprises de la branche. Finalement, en définissant un salaire minimum hiérarchique élevé, un montant de salaire minimum hiérarchique élevé qui prendrait en compte un certain nombre de compléments de rémunération, vous interdisez le dumping social dans les entreprises de la branche qui, par accord d'entreprise, viendraient supprimer des éléments de rémunération. En les supprimant, elles devraient, en tout état de cause, garantir le montant du salaire minimum hiérarchique tel que vous l'aurez fixé au niveau de la branche. Donc, une fois que vous avez défini ce salaire minimum hiérarchique, bien, s'appliquera les règles classiques que l'on connaît jusqu'à présent. Premièrement, lorsque vous avez défini votre salaire minimum hiérarchique, j'ai pris un exemple ici, au final, avec les partenaires sociaux, vous vous mettez d'accord pour dire que le salaire minimum hiérarchique, c'est le minimum conventionnel plus le complément métier, plus le troisième élément de rémunération, c'est la prime d'ancienneté qui évolue évidemment en fonction des différents salariés. Donc là, au cas d'espèce, si vous optiez pour une telle rédaction, votre salaire minimum hiérarchique pour un salarié qui a l'ancienneté prise par exemple prise dans cette hypothèse serait de 2227 €. Quelles conséquences pour la branche? Il y a deux hypothèses. Vous avez l'entreprise qui ne déroge pas à la convention collective. Eh bien, cette entreprise qui ne déroge pas à la convention collective par accord d'entreprise va se trouver dans le champ classique des dispositions de l'article 2254.1. L'employeur est tenu par les dispositions de la branche. Il doit appliquer au contrat de travail les dispositions de la convention collective qui sont plus favorables. C'est-à-dire que l'entreprise devra verser le salaire minimum conventionnel, le complément métier tel que défini par la convention collective et la prime d'ancienneté. Et c'est qu'à la condition de respecter ces trois éléments de rémunération qu'elle atteindra le SMH. Par contre, si la branche a défini le SMH, qui est, je vous le rappelle, un montant
puisque le Conseil d'État rappelle que les primes, sauf les primes pour travaux dangereux et insalubrité qui peuvent être sanctuarisées, les autres primes ne sont pas sanctuarisées dans la structure de la rémunération, elles peuvent être prises en compte pour déterminer le montant du salaire minimum hiérarchique. Eh bien, si vous définissez ce montant du salaire minimum hiérarchique en prenant, comme dans l'exemple ici, les 3 éléments de rémunération que j'ai évoqués, par accord d'entreprise, puisque les primes 2 et 3 relèvent du bloc 3, chaque entreprise va pouvoir déroger aux éléments 2 et 3 de rémunération. Elle va pouvoir, par accord d'entreprise, les supprimer, les remplacer, les modifier plus ou moins favorables. Et elle va, par exemple, à la place des éléments 2 et 3 de rémunération, créer un élément 4 ou 5 qui répondra à des conditions différentes d'attribution et à des montants différents. Sa structure de rémunération issue de l'accord d'entreprise, ce sera un salaire de base qui sera au moins égal au salaire minimum conventionnel et un 4e et un 5e élément de rémunération qui ne sont pas prévus par la convention collective, qui sont prévus par l'accord d'entreprise. Mais à ce moment-là, puisque le SMH a été défini comme la somme des 3 éléments conventionnels de rémunération, que l'entreprise déroge à la structure de la rémunération de la branche, mais se doit d'assurer des garanties au moins équivalentes au SMH défini par la branche, eh bien, il faudra que le salaire de base plus le 4e et le 5e élément de rémunération soit au moins égal au SMH défini par la branche. C'est la notion de garantie au moins équivalente au salaire minimum hiérarchique défini par la branche. Donc voilà quelles sont les 2 options aujourd'hui qui sont celles des branches. Soit je ne fais rien et finalement se pose la question de savoir quel est mon salaire minimum hiérarchique. Et là, on a quelques incertitudes sur l'interprétation que pourrait avoir le juge sur la prise en compte ou pas du seul salaire de base et ou de certains compléments de rémunération qui sont la contrepartie directe du travail. Donc ça laisse un flou, donc une insécurité juridique pour les entreprises qui voudraient par accord d'entreprise, déroger aux dispositions ou à la structure de rémunération prévue par la branche. Ou deuxième option, sécuriser. Alors, sécuriser, quand je dis sécuriser, la finalité, ça n'est pas sécuriser. La finalité, c'est définir un salaire minimum hiérarchique qui peut-être a vocation à permettre la régulation de la concurrence parmi les entreprises de la branche, mais aussi de sécuriser la négociation d'entreprise en ayant une vision claire sur quel est le montant de ce salaire minimum hiérarchique et donc que doivent assurer les entreprises par accord d'entreprise, peu importe la structure de rémunération qu'elles mettent en place. Voilà ce que je souhaitais évoquer avec vous au travers de cet exemple que vous pouvez, à mon avis, transposer assez facilement dans vos différentes conventions collectives et qui peut vous amener à réfléchir à ce qu'est aujourd'hui votre SMH en l'absence de stipulation conventionnelle de branche. Il y a une deuxième question qui se pose, et je vais passer la parole à François Millet, c'est si vous définissez le SMH, bien évidemment, on va se poser la question de savoir comment on apprécie le respect de ce SMH, c'est-à-dire regardez si, alors c'est pas une question qui est induite par l'arrêt du Conseil d'État, c'est juste une question qui existait avant quand on parlait simplement de salaire minimum conventionnel, on se posait la question de savoir quels étaient les éléments de rémunération qui étaient pris en compte, effectivement perçus par le salarié, qui étaient pris en compte pour savoir si on respectait le salaire minimum conventionnel. Cette question qui se posait avant se pose toujours. Donc si jamais vous devez revoir vos dispositions de branche sur la notion de SMH, se pose aussi la question de savoir comment appliquer le salaire minimum hiérarchique et comment opérer la comparaison entre le salaire réel et le SMH. Je passe sur cette question-là la parole à François Millet. Alors effectivement, vous l'avez désormais compris, les difficultés qui se posent à travers la définition du SMH surviennent la plupart du temps lorsque les accords de branche n'ont rien prévu. Finalement, c'est dans le silence de l'accord de branche que se pose la question
de savoir ce qu'est le SMH, mais aussi quels seront les éléments de salaire réellement perçus par le salarié qui devront être pris en compte pour vérifier si le SMH a bien été respecté. Alors ici, il y a deux principes qu'il faut retenir. On l'a vu ensemble tout à l'heure. Il y a une distinction à faire, et cette distinction, elle est ancienne, puisqu'elle est consacrée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Selon que l'on dispose de dispositions conventionnelles qui listent les éléments de rémunération qui sont pris en compte dans ce qu'était autrefois le salaire minimum conventionnel, ou dans l'hypothèse où ces dispositions conventionnelles sont silencieuses. Pour aller toujours un peu dans le sens d'une incitation que l'on vous fait ce matin de prévoir dans vos accords de branche des dispositions claires sur le sujet, la jurisprudence considère que lorsque l'on a des dispositions conventionnelles qui listent les éléments de rémunération, eh bien, finalement, le juge est un peu tenu par cette liste qui est faite dans l'accord de branche et va avoir tendance à interpréter de façon très stricte les exceptions qui seront listées par l'accord de branche au regard des éléments qui ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du salaire minimum hiérarchique. De la même façon et à l'envers, lorsque les dispositions conventionnelles sont silencieuses, eh bien, on va avoir tendance à regarder les éléments de rémunération qui sont versés en contrepartie du travail ou à l'occasion du travail. Et on en revient ici un peu à la question qu'évoquait Hugues à l'instant, de savoir si, dans son exemple, vous vous souvenez, les compléments métiers, la pastille verte numérotée 2, est prise en compte ou pas dans le salaire minimum hiérarchique, dans le silence des dispositions conventionnelles. Et là-dessus, effectivement, on a une divergence d'interprétation possible, puisqu'il est vrai, l'arrêt du Conseil d'État n'a pas été très clair sur le sujet. Et donc, ce que l'on se dit ici dans le Club des branches, c'est que pour éviter d'avoir affaire à une interprétation qui sera in fine tranchée par des juridictions et qui donc donnera lieu à des contentieux qui sont très techniques et souvent aléatoires, eh bien le mieux, c'est pour l'accord de branche de préciser expressément ce qui relève ou non du salaire minimum hiérarchique. Alors, quelques exemples en jurisprudence. On a voulu vous rappeler, puisque vous savez qu'on a une jurisprudence assez étoffée en matière d'appréciation du respect du SMIC. De la même façon, on a une jurisprudence qui s'est développée sur l'appréciation de ce qu'étaient les salaires minima conventionnels. Les hypothèses sont souvent similaires. Nous avons une entreprise qui, soit par un accord d'entreprise, soit même par un usage ou par toute autre forme de mise en place d'un élément de rémunération, décide de déroger finalement à l'accord de branche et de verser tel ou tel élément de rémunération, bien souvent sous la forme de primes, de compléments de salaire, etc., etc. Est-ce que ces éléments qui sont perçus par les salariés sont pris en compte dans ce qu'était le salaire minimum conventionnel, ce qu'est aujourd'hui le SMH? Est-ce que je dois les prendre en compte pour les additionner au salaire de base perçu par le salarié et vérifier de l'autre côté si j'ai bien respecté le SMH? Alors, quelques exemples pour vous rappeler cette jurisprudence. L'hypothèse d'une gratification annuelle, par exemple, qui était versée en contrepartie de la réalisation par le salarié de son travail, a généralement été considérée comme étant prise en compte dans le salaire minimum, dans le salaire effectivement perçu par le salarié pour le comparer avec le SMH. Sur la prime de 13e mois, dans le tableau, je vous ai mis oui, mais en réalité, la question est un peu plus complexe, plus aléatoire, puisque ça dépend de la périodicité de versement de cette prime de 13e mois. Est-ce qu'elle est un complément versé par 12e à la rémunération de base du salarié, selon que cette prime de 13e mois est directement liée au travail effectué par le salarié.
mais on peut trouver trace d'arrêts qui ont considéré que la prime de 13e mois pouvait être prise en compte pour la vérification du SMH. La prime variable liée à l'activité du salarié, là, de façon un peu plus certaine, on peut considérer qu'elle serait prise en considération. Une prime fixe annuelle qui serait calculée par référence au salaire de base, là aussi, on peut considérer qu'elle peut être incluse dans la mesure où il y a un lien direct avec le travail réalisé par le salarié. En revanche, des primes qui sont liées à des contraintes de l'emploi, je mets de côté les primes de salissure dont on a parlé tout à l'heure, qui sont quant à elles sanctuarisées, mais des primes qui ne seraient pas liées à de la salissure, mais simplement à des contraintes d'emploi, et qui n'ont pas a priori le caractère de salaire, à l'évidence, ne sont pas prises en considération, de la même façon que des primes aléatoires, voire des primes discrétionnaires, puisque là aussi, il est plus difficile de créer un lien avec le travail réalisé par le salarié. En revanche, les primes vacances, généralement, sont considérées comme étant prises en compte. Donc, à travers cette liste, évidemment non exhaustive, mais qui ressort des différentes jurisprudences qu'on a pu constater à la fois sur le SMIC et sur les minima conventionnels, on voit qu'il y a un trait commun. Le trait commun, c'est que finalement, et c'est d'ailleurs ce qu'a repris le Conseil d'État dans la décision qu'on a commentée tout à l'heure, c'est que dès lors que la prime ou l'élément variable de salaire, qui est versé en complément du salaire de base, est rattaché à l'activité ou est une contrepartie au travail effectif du salarié, eh bien on peut généralement considérer qu'elle doit être prise en considération dans la rémunération effective perçue par le salarié, laquelle est à comparer au SMH. La question qui n'est pas vraiment tranchée entre nous, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de savoir si ces éléments de prime, si ces éléments de rémunération peuvent être rattachés ou non au SMH dans la définition qui lui serait donnée par l'accord de branche. Et c'est là qu'on en revient à notre débat. Soit l'accord de branche prévoit expressément par exclusion ou par inclusion la liste des éléments de rémunération qu'il entend inclure pour prendre en considération ce qu'est, selon l'accord de branche, le SMH. Et dans ce cas-là, la tâche du juge sera facilitée. Soit on ne dit rien dans l'accord de branche, et à ce moment-là, est-ce que des éléments qui sont bien la contrepartie du travail effectif doivent être ou non automatiquement inclus dans le SMH? La question reste ouverte. En tout cas, de notre côté, on voulait vous soumettre quelques exemples de rédaction d'accords de branche qu'on a pu voir par-ci par-là et qui nous semblent intéressantes au regard de ce qu'on vient de se dire. Premier type d'exemple, eh bien, l'hypothèse où l'accord de branche définirait des éléments de rémunération qui sont pris en compte dans l'assiette de comparaison avec la SMH par exclusion. C'est-à-dire qu'on est dans cette hypothèse où l'accord de branche va dire ce qui pourra être pris en compte dans la rémunération effective perçue par le salarié et qui sera ensuite comparée au SMH. Autrement dit, l'accord d'entreprise peut déroger, on l'a vu, il est libre de fixer la structure de la rémunération par dérogation à l'accord de branche. L'accord de branche, lui, fixant un SMH qui est en réalité un montant. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, l'accord de branche peut aussi dire ce qui, selon lui, ne sera pas pris en considération dans la rémunération effectivement perçue par le salarié pour être comparé au SMH. Donc, dans la rédaction qu'on vous propose ici, on vise en fait tous les éléments de rémunération, comme ça on est large, quelle que soit leur nature et leur périodicité, à l'exception des éléments ci-après. Et cette liste n'est qu'un exemple. On va viser par exemple la prime d'ancienneté conventionnelle, la rémunération des heures supplémentaires et des majorations afférentes, des primes d'assiduité, indemnités ayant un caractère de remboursement de frais professionnels, gratifications ayant un caractère exceptionnel.
C'est l'accord de branche qui, pour lever tout doute et pour faciliter la tâche d'un éventuel juge qui serait amené à trancher un litige, va dire tous les éléments de rémunération doivent être pris en compte dans l'assiette qui permet de vérifier que le SMH est bien versé au salarié, bien perçu effectivement par le salarié, sauf tel et tel élément. Et dans ce cas-là, on l'a vu tout à l'heure, la Cour de cassation a tendance à considérer que les exceptions doivent être interprétées de façon limitative, si bien que si un salarié prétend ne pas avoir perçu le SMH, on pourra plus aisément lui opposer cette clause qui définira de façon large tous les éléments de rémunération qui devront être additionnés pour déterminer son salaire effectivement perçu sur l'année dans cette hypothèse où nous avons retenu un salaire minimum hiérarchique versé annuellement. Autre exemple de rédaction, mais cette fois-ci pour le SMH lui-même. Le SMH, évidemment, on l'a vu, tout l'intérêt pour l'accord de branche, c'est de le définir. On peut le définir aussi par exclusion, c'est-à-dire de prévoir, par exemple, que la rémunération annuelle garantie exclut tous les éléments n'ayant pas le caractère de salaire. A contrario, tous les éléments qui auraient le caractère de salaire seraient inclus dans le SMH si l'accord de branche décide de le rédiger comme ça. Et dans ce cas-là, on fait une liste par exclusion d'éléments qui ne pourront pas être considérés comme relevant du SMH. On vise ici les remboursements de frais, ça paraît relativement évident, des indemnités de panier de nuit, conventionnelles de licenciement, de mise à la retraite, ou évidemment des sommes versées au titre de l'intéressement de la participation. On a pris des exemples assez simples qui, à l'évidence, n'ont pas vocation à relever du SMH, mais libre aux partenaires sociaux de prévoir d'autres éléments, de prévoir une liste plus longue, plus courte. Autrement dit, libre aux partenaires sociaux de définir ce qu'est selon eux le SMH, avec tout l'intérêt qu'on a vu tout à l'heure, et de le faire par exclusion, ce qui fait que tout ce qui n'aura pas été visé dans l'exclusion sera par principe inclus dans le SMH. Autre suggestion, eh bien, c'est de définir le SMH, mais cette fois-ci par inclusion. Et ça peut être à la suite du paragraphe qu'on a vu tout à l'heure, et c'est de dire que la rémunération annuelle garantie inclut, garantie IE, pardon, il y a une coquille, inclut en revanche les éléments suivants ayant le caractère de salaire, prime de résultat, par exemple, avantages conventionnels accordés aux salariés en contrepartie du travail effectif accompli. Là, c'est un exemple, mais cette formulation qui est assez large permettrait, le cas échéant, de se conformer finalement à l'esprit de la décision du Conseil d'État et de faire en sorte que tous les éléments qui sont effectivement versés en contrepartie du travail effectif accompli soient naturellement inscrits et inclus dans le SMH, libre pour autant aux entreprises d'y déroger dans la structure par un accord d'entreprise, mais non pas dans le montant, puisque cette fois-ci, comme on l'a vu tout à l'heure, l'accord de branche a été offensif et a prévu un minimum en deçà duquel les entreprises ne pourront pas déroger. Elles pourront y déroger dans la structure, mais pas dans le montant. Voilà les quelques éléments que l'on voulait mettre en avant de façon pratique. J'ai cru voir défiler un certain nombre de questions. Exactement. Je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je suis sûr qu'Hugues a été vigilant. Oui, si tu veux bien, François. Il y a plusieurs questions, plusieurs réponses. Peut-être alors une qui me concerne directement sur l'inclusion ou pas dans le SMH de la contrepartie au travail des jours fériés. Alors moi, je le ferai surtout pas. Parce qu'à mon avis, ça n'a pas de sens de dire que la majoration pour le travail des jours fériés fait partie du SMH en tant que montant du SMH. Pourquoi? Parce que c'est par définition un élément variable qui n'est dû que si et seulement si le salarié travaille un jour férié. Donc là, très clairement, j'avais pris cette majoration, cet exemple de rémunération, cet élément de rémunération pour illustrer l'exemple, mais au niveau de la branche, évidemment, ce n'est pas quelque chose, c'est un élément purement variable de rémunération qui est la contrepartie d'une suggestion, donc qui pour moi ne doit pas être intégré dans le SMH lorsqu'on en fait
définition conventionnelle. Si je n'ai pas de définition conventionnelle du SMH, à mon avis, il n'en fait pas partie. Même si le juge a un pouvoir souverain d'appréciation, j'ose espérer qu'il s'inspirerait de la jurisprudence sur le SMIC pour dire qu'un tel élément de rémunération ne fait pas partie du SMH. Ça, c'était une des deux questions qui ont été posées. Il y a une deuxième question très intéressante sur une entreprise qui souhaiterait, par accord d'entreprise, déroger aux dispositions de la branche en matière de rémunération, alors peut-être en prévoyant la suppression de certaines primes, en contrepartie d'un engagement de maintien dans l'emploi. Alors, typiquement, on est là dans l'essence même des ordonnances Macron, à mon avis. Si je reprends ce qu'évoquait tout à l'heure Gwenaëlle François, c'est finalement de laisser aux entreprises le soin d'adapter par accord d'entreprise les conditions de travail et les droits des salariés en considération de la situation économique de l'entreprise. Mon problème ici, c'est que si la branche a défini le SMH en intégrant les primes prévues par la convention collective, l'entreprise va pouvoir y déroger, mais à la condition d'apporter des garanties au moins équivalentes. Et donc, ça pose la question de savoir, est-ce que supprimer une prime en contrepartie du maintien de l'emploi est une garantie au moins équivalente? Et là, me semble-t-il, il y a un début de réponse qui est dans la loi, qui définit à l'article 2253.1 comment on apprécie les garanties au moins équivalentes. Et pour apprécier les garanties au moins équivalentes, la loi vous dit que l'équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. Or, le maintien de l'emploi, à mon sens, ne fait pas partie de la même matière que le salaire minimum hiérarchique. Donc, pour le coup, ici, dans l'hypothèse qui est évoquée, la question posée, à mon sens, l'engagement de maintien dans l'emploi ne pourra pas contrebalancer la dérogation au salaire minimum hiérarchique prévu par la branche. Voilà, c'est un élément de réponse. Christophe Radet peut peut-être compléter ma réponse ou avoir une opinion différente. Je laisse à chacun le soin de s'exprimer. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, la comparaison se fait par matière, par bloc matière, les 13 plus 4. Et donc, c'est dans ce périmètre des matières qu'il faut se demander, qu'il faut comparer en réalité la valeur du bloc matière branche et la valeur du bloc matière entreprise. Ça veut dire concrètement qu'on est tenu par la cohérence interne du bloc matière. Et effectivement, comme tu viens de le dire, il s'agit d'éléments de rémunération et pas du tout d'engagement en termes de garantie d'emploi, ce qui évidemment est compliqué du point de vue de l'entreprise, qui peut se retrouver dans une situation économiquement difficile qui ne lui permettrait plus de maintenir des minimums de rémunération tels qu'ils sont prévus par la branche, mais on peut imaginer dans un contexte économique standard. Et l'entreprise qui se trouve en difficulté va évidemment se retrouver confrontée à ces difficultés. Et d'ailleurs, va être tentée de déroger à l'accord de branche en concluant, par exemple, au niveau de l'entreprise, un accord de performance collective pour demander aux salariés de réduire le montant de leur rémunération le temps que les difficultés économiques de l'entreprise s'apaisent. Donc là, on va avoir effectivement des problèmes avec les entreprises qui vont être confrontées à des turbulences économiques. Et malheureusement, en période de Covid, on sent arriver, on sent persister les difficultés économiques et pour certaines d'ailleurs effectivement la grande difficulté à respecter ou à faire respecter les minimums conventionnels. D'autant plus qu'en matière d'APC, la loi prohibe ou en tout cas inscrit le fait que l'APC doit en tout état de cause respecter les salaires minimums hiérarchiques. Tout à fait. On pourra baisser les salaires réels, mais sous réserve de ne pas toucher au salaire minimum hiérarchique. Alors, il y a une troisième question qui a été posée qui est extrêmement intéressante. C'est sur la notion la question des conditions d'appréciation de manière individuelle ou collective des garanties au moins équivalentes. Alors, je pense que là, le professeur Radet peut répondre à cette question parce que c'est un sujet qu'on a partagé et qu'il connaît bien, qu'il apprécie bien. Voilà, là, pour le coup, l'existant en termes de jurisprudence va être, à mon sens, confronté à certaines difficultés. Je te laisse la parole, Christophe, si tu veux bien, sur cette question. Alors, traditionnellement, effectivement, il y avait deux manières de régler les concours entre normes, selon qu'on examinait les concours entre conventions collectives et loi, ou les concours qu'on appelle intraconventionnels, c'est-à-dire entre conventions collectives.
Classiquement, lorsque la jurisprudence comparait les dispositions des accords d'entreprise et des accords de branche, elle procédait à une appréciation globale de la valeur des avantages, c'est-à-dire qu'elle ne s'interrogeait pas sur la situation particulière de tel ou tel salarié saisissant le juge pour savoir si, de son point de vue à lui, l'accord d'entreprise ou l'accord de branche était plus favorable, puisqu'à l'époque, avant 2017, on raisonnait en termes de principe de faveur et non pas en termes de garantie au moins équivalente. Et dans ces comparaisons intraconventionnelles, la Cour de cassation statuait toujours in abstracto, c'est-à-dire qu'elle ne s'interrogeait pas sur le sort de tel ou tel salarié, mais elle faisait une sorte de représentation abstraite du caractère plus favorable de tel ou tel accord au regard de l'ensemble des salariés. Elle ne procédait à la prise en considération, la Cour de cassation, de la situation particulière de tel ou tel salarié que dans l'hypothèse où il y avait un concours entre un accord collectif et la loi, c'est-à-dire en réalité à l'hypothèse dans laquelle un salarié réclamait l'application de la loi contre un accord collectif, considérant que dans son cas à lui, l'application de la loi lui était plus favorable. Et comme l'application de la loi est d'ordre public, la Cour de cassation a toujours considéré qu'un salarié a le droit de réclamer l'application d'une disposition d'ordre public lorsqu'elle lui est plus favorable. Mais dans les comparaisons entre accords collectifs, jusqu'à présent, la règle était que l'on procède à une comparaison globale. Alors, si on applique cette comparaison globale au cas qui nous intéresse, c'est-à-dire aux comparaisons entre les accords de branche et les accords d'entreprise, ça veut dire que pour savoir si un accord d'entreprise comporte des dispositions, des garanties au moins équivalentes à l'accord de branche en matière de salaire minimum hiérarchique, il faut prendre en considération non pas la situation du salarié demandeur, mais il faut prendre en considération la somme du traitement de l'ensemble des salariés dans le cadre du salaire minimum hiérarchique. Ça veut dire concrètement que, et c'est très compliqué évidemment, puisque il faudrait déterminer une sorte de valeur du SMH au niveau de la branche pour l'ensemble des salariés de la branche, toute hiérarchie confondue, c'est-à-dire du salarié dans la classification avec le coefficient le plus bas jusqu'au salarié dans la grille de rémunération avec les coefficients les plus élevés, qu'il faudrait intégrer éventuellement l'ensemble des compléments de rémunération, soit qui seraient visés par l'accord de branche, soit qui serait la contrepartie du travail effectif du salarié si l'accord de branche n'a pas fixé la composition du salaire minimum hiérarchique. Et il faudrait pour l'ensemble de ces salariés établir une sorte de portrait robot de valeur moyenne de l'accord de branche et la comparer avec la valeur moyenne de l'accord d'entreprise pour déterminer si, abstraitement, le niveau de garantie atteint par l'accord d'entreprise pour tous les salariés concernés est au moins équivalent au niveau de traitement garanti par l'accord de branche. Ça voudrait dire, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, que dans certains cas de figure, des salariés pourraient saisir le juge pour réclamer l'application, par exemple, de l'accord de branche, considérant que dans leur cas à eux, l'application de l'accord de branche leur serait plus favorable, et on pourrait avoir des juges qui seraient conduits à leur répondre négativement parce que, globalement, les garanties qui sont reconnues à l'ensemble des salariés par l'accord d'entreprise seraient au moins équivalentes aux garanties qui sont reconnues par l'accord de branche. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que, puisqu'on ne raisonne pas salarié par salarié, mais le collectif des salariés traités par l'accord de branche et le collectif traité par l'accord d'entreprise, on pourrait avoir ce hiatus, c'est-à-dire un juge qui dirait globalement, l'accord d'entreprise comporte des garanties au moins équivalentes, même si pour vous, dans votre situation particulière, l'application de l'accord d'entreprise aboutit à vous octroyer un minimum qui est inférieur à celui dont vous bénéficieriez dans votre situation particulière par rapport à l'accord de branche. Alors, il y avait une remarque qui a été faite par, je crois, Renaud sur le chat pour dire la Cour de cassation pourrait revenir sur sa jurisprudence et elle pourrait finalement appliquer systématiquement la jurisprudence qu'elle applique au conflit entre l'accord collectif et la loi pour considérer qu'en toute hypothèse, un salarié pris individuellement aurait toujours le droit de réclamer l'application de l'accord qui lui est le plus favorable.
Encore une fois, je ne suis pas certain que la Cour de cassation modifiera sa jurisprudence sur les rapports intraconventionnels. Encore une fois, la logique, me semble-t-il, qui est présente dans les articles L2253.1 et L2253.2, c'est-à-dire cette logique d'une comparaison, j'allais dire, doublement globale, c'est-à-dire l'ensemble des sommes qui se retrouvent dans le même bloc matière, en l'occurrence salaire minimum hiérarchique, et une comparaison abstraite au regard de l'intérêt des salariés pris dans leur collectivité et non pas pris individuellement. Alors ça, j'imagine très bien mener ce type de raisonnement devant une juridiction prud'homale. Je ne voudrais pas porter évidemment atteinte à l'honneur et la réputation des magistrats prud'homaux et à leur niveau de compétence en matière de droit du travail, mais c'est vrai que là, je vois très bien ce qui va se passer lorsqu'un salarié va aller devant le conseil de prud'homme et va dire si vous m'appliquez l'accord de branche, je toucherai un minimum qui est plus élevé que celui que je touche par application d'accord d'entreprise. Je souhaite bon courage à l'avocat d'employeur qui va aller défendre devant le conseil de prud'homme le fait que, certes, dans ce cas particulier, l'application d'accords d'entreprise est moins favorable aux salariés, mais pour l'ensemble des salariés, l'application de cet accord est plus favorable. Ça va être compliqué, même si je pense que techniquement, c'est en tout cas la solution qui devrait prévaloir. C'est compliqué à deux titres. D'abord, de faire admettre en effet qu'il touche moins que si on appliquait la seule convention collective, mais c'est aussi compliqué à un deuxième titre, c'est être capable de démontrer que globalement, l'accord d'entreprise qui déroge aux dispositions de la branche est plus favorable. Si par exemple, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je remplace la prime d'ancienneté par une prime d'assiduité, il faudrait que je sois en mesure, selon ce principe de comparaison, de démontrer que globalement, la prime d'assiduité est plus rémunératrice que la prime d'ancienneté, nonobstant le fait que individuellement, pour monsieur Martin ou madame Dupont, il perçoit moins avec mon accord d'entreprise qu'avec ma convention collective. En effet, ça sera difficile à défendre devant le Conseil des prud'hommes, même si sur le plan des principes juridiques jusqu'à présent existants, on est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, ce qui est important aussi ici, mais là, on n'est plus du tout dans la perspective de la branche, mais dans la perspective de l'entreprise. Mais il faut quand même se rappeler que depuis la loi de 2004, le centre de gravité de la négociation collective a basculé du côté de l'entreprise. Le point de départ du raisonnement, c'est que dans cette entreprise-là, compte tenu des spécificités de l'activité et du profil des salariés qui sont à l'effectif, il a semblé aux partenaires sociaux plus favorable de négocier d'autres modalités de SMH que ceux qui sont fixés dans la branche. Et donc là, il faudra partir des dispositions de l'accord d'entreprise et il faudra partir de l'intention des partenaires sociaux et de l'analyse que les partenaires sociaux dans l'entreprise ont fait des conditions dans lesquelles il fallait déroger aux dispositions de l'accord de branche, qui est effectivement, cet accord de branche a été négocié pour tenir compte d'une analyse très globale et très abstraite de la situation des salariés dans la branche. Et disons les choses très clairement, plus on va regrouper les branches dans des nouvelles méga-branches et plus la prise en compte de l'intérêt des salariés va se faire de manière abstraite parce que plus on va avoir des profils professionnels différents, l'autre fois, je crois que c'était avec Emmanuel peut-être, ou avec Bruno peut-être, on discutait du rapprochement de la branche de la boucherie ou de la charcuterie et de la poissonnerie. On peut imaginer évidemment que même si les métiers sont comparables en termes de pénibilité, en termes d'heures de travail, il n'y aura pas exactement les mêmes spécificités, mais quand on aura dans des méga-branches des accords qui intégreront des primes un peu standards qui seront accordées à tous les salariés, dans telle ou telle entreprise de tel ou tel sous-secteur d'activité de la branche, on pourra très bien avoir des partenaires sociaux qui vont décider de mettre en place un système de rémunération qui sera différent de celui de l'accord de branche parce que ça correspondra pour 80% des salariés d'entreprise à une possibilité de percevoir un minimum qui sera plus élevé que dans la branche. Le problème, évidemment, c'est pour les 20% de salariés de cette entreprise-là qui ne seront pas dans la cible et qui auraient eu, eux, intérêt à ce qu'on leur appliqua l'accord de branche, mais ça ne sera pas le cas puisque, encore une fois, on fera une comparaison globale. Donc là, ça va devenir effectivement compliqué d'aller défendre ça devant les prud'hommes. Mais là, on n'est plus effectivement dans la question de la branche, on est du point de vue de l'entreprise. Mais ça, encore une fois, c'est lié au centre de gravité.
Hugues, ton micro est coupé, je crois. Pardon, excusez-moi. Il y a un commentaire sur le chat, toujours de la part de Renaud, qui dit le juge sera quand même face à un accord majoritaire qui mentionnera souvent qu'il est plus favorable que la CCN. Alors, d'accord, le fait de le mentionner, notamment dans un préambule qui expliquera pourquoi on le fait, comment on le fait, etc., le fait de le mentionner ne liera pas le juge, qui va rester souverain dans l'appréciation de la comparaison. Donc, c'est peut-être, ça peut influencer le juge ou le mettre de bonne humeur, entre guillemets, sur l'idée que c'est plus favorable, mais le juge ne sera pas tenu par cette stipulation conventionnelle, il restera souverain dans l'appréciation du caractère plus favorable. En 2016, lorsque un avocat ira défendre devant les prud'hommes le caractère au moins équivalent des garanties apportées par l'accord d'entreprise versus l'accord de branche, il aura quand même intérêt dans son dossier à avoir fait une sorte de benchmark pour établir que pour l'ensemble des salariés, alors pour les entreprises de taille moyenne, ça sera facile, hein, pour les méga-entreprises françaises, ça va être beaucoup plus compliqué, mais il aura quand même intérêt à faire un certain nombre de sondages parmi les différentes catégories de personnel de l'entreprise pour démontrer que pour certaines catégories, pour ces catégories d'entreprises, l'application des règles de l'accord d'entreprise aboutit à accorder des garanties au moins équivalentes à ces salariés-là. On n'échappera pas à l'idée que certains salariés sont malheureusement victimes de cette comparaison, mais en toute hypothèse, il faudra quand même faire l'effort de démontrer que pour la plupart des catégories professionnelles de l'entreprise, l'application de l'accord d'entreprise aboutit à leur conférer des garanties au moins équivalentes à celles dont ils bénéficieraient par application de l'accord de branche. Ça va compliquer évidemment le travail des avocats au niveau des entreprises. Pour répondre également à la question de Pierre Charpon en matière de garantie de prévoyance, bonjour Pierre, la prévoyance, protection sociale complémentaire de façon plus large, fait l'objet d'une thématique à part des salaires minima hiérarchiques. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et les différents thèmes posés par le texte de loi dans le bloc numéro 1 sont à appréhender sujet par sujet. Et donc, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Les garanties de prévoyance qui font l'objet d'une thématique distincte, avec le renvoi d'ailleurs aux clauses de recommandation et aux dispositifs de solidarité, n'ont pas à être combinées et à être confondues avec le salaire minimum hiérarchique. Donc, dit autrement, une entreprise qui paierait moins en salaire de base, mais y accorderait plus sous forme, on va dire, de salaire différé par le biais de ces systèmes de protection sociale complémentaires, n'entrerait pas dans le champ des garanties au moins équivalentes thématique par thématique, puisque ce sont deux thématiques distinctes. Question complémentaire qui est posée, toutes ces problématiques juridiques qu'on évoque, elles se posent de manière encore plus complexe lorsqu'on est dans des hypothèses de rapprochement de branches, où notamment vous auriez des accords de champ qui ont été signés, mais où on est encore dans le délai de 5 ans, où chaque sous-branche, entre guillemets, continue d'avoir sa convention collective, ses propres, pas sa convention collective, mais ses propres dispositions conventionnelles, avec l'une qui définirait un SMH, l'autre qui n'en définirait pas. Et là, c'est un vrai sujet. Alors, tout dépendra notamment de s'il existe une convention de rattachement, c'est-à-dire que s'il y a défaut de parvenir à des stipulations conventionnelles harmonisées au terme du délai de 5 ans, est-ce qu'on a une convention de rattachement, notamment si on est dans un rapprochement de branche forcé par décision ministérielle, auquel cas, si la branche de rattachement a un SMH, ce SMH va devoir s'appliquer à la sous-branche qui lui est rattachée. Par contre, si on est dans un rapprochement conventionnel, la question, elle n'est pas propre à la définition du SMH. La question, elle est plus générale, c'est que se passe-t-il au terme du délai de 5 ans lorsque les deux branches qui ont souhaité se rapprocher et ont conclu un accord de champ à cet effet n'ont pas réussi à harmoniser leurs dispositions conventionnelles? Et ben, au terme de ce délai de 5 ans, on ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, j'aurais tendance à dire que les stipulations des deux branches, des deux sous-branches, continuent de s'appliquer. Mais voilà, c'est une des interrogations que l'on a qui n'est pas propre à la question du SMH, mais qui est plutôt propre à la question du rapprochement des branches et au corpus législatif qui traite de la question du rapprochement des branches, qui aurait dû probablement évoluer suite au rapport Ramin qui n'est finalement jamais officiellement sorti. Donc voilà, c'est cette question-là qui demeure. Et on peut imaginer qu'il y aura une nouvelle intervention législative pour tirer les conclusions du comportement des branches, notamment en cas de rapprochement, lorsqu'évidemment il n'y aura pas de convention de rattachement.
on aura sans doute une intervention législative pour prévoir les modalités de termination des accords dans ces branches recomposées. C'est souhaitable parce que c'est une des interrogations dans le champ du rapprochement des branches. C'est une incertitude qui est source d'insécurité, évidemment, parce que négocier des stipulations conventionnelles communes, c'est pas simple, ça prend du temps, et le délai de 5 ans qui paraît long, il n'est pas si long que ça, en réalité. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je passe de nouveau la parole au professeur Radet sur la question de la négociation salariale de branche et plus particulièrement au travers du prisme de l'égalité femmes-hommes. Christophe, je te passe la parole et je vois qu'il y a quelques questions qui se rajoutent qu'on traitera à la fin. Bien, merci beaucoup. Alors, évidemment, est-ce que vous voyez l'écran partagé là? Oui. Très bien. Je voulais simplement dire quelques mots sur la question du rôle des branches en matière d'égalité professionnelle. On n'est d'ailleurs pas très loin forcément des questions que l'on traitait, puisqu'on va le voir assez rapidement. La question de l'égalité professionnelle fait partie du bloc 1, donc on continue de réfléchir toujours en termes d'articulation entre les dispositions des accords de branche et l'articulation des accords d'entreprise. Alors l'idée est relativement simple. Elle relaie d'ailleurs une prise de conscience permanente des pouvoirs publics depuis très longtemps, puisque la loi Roudy en 1983 a commencé à intégrer l'objectif d'égalité professionnelle dans la négociation collective. Et on est en 2022 et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au travail sont toujours relativement importants. Et il semble en tout cas que l'objectif de résorber de manière durable et effective les écarts de traitement entre les femmes et les hommes au travail, cet objectif a du mal à être atteint parce qu'on se heurte à un certain nombre de blocages, un certain nombre de freins qui, pour la plupart d'entre eux, sont invisibles. On parle souvent du plafond de verre. Et si ces freins sont invisibles, c'est qu'ils ne sont pas que juridiques, ils sont culturels, sociologiques, politiques peut-être. Et la question est de savoir, dans cette volonté de réduire à terme les écarts de traitement entre les femmes et les hommes, comment les branches peuvent ou doivent se positionner par rapport à cet objectif. Alors, il y a 3 éléments qui sont importants à rappeler. La première chose, c'est qu'on ne peut pas mener au niveau des branches professionnelles une bonne politique d'égalité entre les femmes et les hommes sans savoir exactement ce qui se passe dans la branche. Que la négociation collective permet évidemment et doit permettre, puisqu'on va le voir, nous sommes dans des hypothèses de négociation obligatoire, d'intégrer cette préoccupation dans l'espace conventionnel. Et enfin, il ne sera pas complètement inutile non plus de rappeler quelles sont les marges de manœuvre qui sont laissées aux partenaires sociaux en matière d'égalité professionnelle, quel est le champ des possibles pour éventuellement inciter les partenaires sociaux à s'emparer de la question sur le plan des branches et à mettre en œuvre des politiques qui sont peut-être un tout petit peu plus ambitieuses et un peu plus opérationnelles que celles que l'on trouve dans un certain nombre de branches professionnelles. Alors d'abord, l'état des lieux, vous le savez, c'est l'un des objectifs du législateur qui a mis en place toute une série d'outils qui doivent permettre aux branches professionnelles d'avoir une vision la plus précise possible de l'état des lieux. Je rappelle la question du rapport de situation comparée qui s'applique au niveau des branches. Je rappelle aussi, mais vous le savez très bien, le rôle que doivent jouer les CPPNI au niveau des branches dans l'identification et dans le diagnostic des difficultés relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est ce que prévoit ici l'article L2232-9, puisque le rapport annuel d'activité qui doit être élaboré dans le cadre des CPPNI doit faire le bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Je lis le texte, notamment en matière de classification, de promotion de la mixité des emplois, d'établissement des certificats de qualification professionnelle, et doit comporter des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes, ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. On voit bien ici, il s'agit des outils qui sont mis à disposition des entreprises par les branches. J'y reviendrai, il y a un pouvoir, un rôle d'initiative, un rôle de service, disons les choses très clairement, que doit jouer la branche au regard des entreprises et notamment dans les outils de diagnostic et dans le bilan pour essayer d'apprécier de la manière la plus
précise, la plus fine possible, la réalité de l'égalité professionnelle et singulièrement la réalité des inégalités professionnelles qui ne se résument pas évidemment à des questions de discrimination, mais qui sont parfois le produit simplement de représentation des salariés, j'utilise le terme de manière non genrée, des salariés par rapport au métier de la branche. Donc là, la première chose qui est très importante, l'insistance qu'il faut avoir, c'est sur la connaissance au niveau de la branche de la situation de l'égalité professionnelle. Et évidemment, ça passe par la remontée des entreprises, la remontée faite à la fois par les organisations d'employeurs, mais les remontées également qui sont faites par les syndicats de salariés qui peuvent eux aussi avoir un certain nombre de choses à dire et d'éléments de connaissances à faire remonter. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à imaginer que la branche puisse allouer les services de cabinets spécialisés à faire des audits de situation dans les branches à partir d'enquêtes, à partir d'analyses qui peuvent venir évidemment donner aux partenaires sociaux au niveau de la branche des éléments de connaissance un petit peu plus précis. Alors, quel est l'intérêt de négocier au niveau de la branche et quel est surtout l'intérêt, pas de négocier puisque la négociation est obligatoire, mais quel est l'intérêt de conclure au niveau de la branche? Eh bien, d'abord, vous savez que les entreprises, à partir du moment où elles atteignent le seuil de 50 salariés, doivent être couvertes par les dispositifs en matière d'égalité professionnelle, soit elles doivent être couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle, soit l'entreprise doit être dotée d'un plan d'action si elle veut, évidemment, vous le savez, échapper à cette pénalité financière qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale et qui vient sanctionner l'entreprise qui est dépourvue, qui n'est pas couverte par un accord ou par un plan. Vous savez également que les entreprises ne peuvent pas soumissionner au marché public. Le Code des marchés publics, ici, les sanctionne directement. Alors, évidemment, le fait que l'accord de branche, qu'il y ait dans la branche professionnelle un accord même étendu en matière d'égalité professionnelle, ne dispense pas les entreprises de leurs propres obligations. Mais ce qui est intéressant, c'est que la branche ici peut avoir un rôle d'appui et la branche peut prévoir des dispositifs, peut prévoir des initiatives qui peuvent ensuite être reprises par les entreprises et qui peuvent donner des idées aux entreprises. Donc là, on a évidemment un intérêt très particulier. Alors, vous le savez, la négociation sur l'égalité professionnelle fait partie des hypothèses de négociation obligatoires. Alors, il y a en fait deux séries d'éléments qu'il faut rappeler. D'abord, il y a une négociation qui est par défaut annuelle, mais qui peut être portée à 4 ans par accord des partenaires sociaux au niveau de la branche. Mais s'il n'y a pas d'accord pour étendre la périodicité, on est sur une négociation annuelle. Les ordonnances de 2017 ont simplement fait passer le caractère annuel d'impératif à supplétif. Et donc, il faut négocier périodiquement entre 1 et 4 ans donc, sur les salaires et singulièrement sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées, et sur les mesures de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. Et puis, il y a ce qui relève toujours de la négociation triennale par défaut, le délai pouvant être porté par voie conventionnelle à 5 ans, c'est-à-dire la question des classifications, notamment en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre femmes et hommes et de mixité des emplois. Vous connaissez ces dispositions. Par ailleurs, vous le savez, lorsqu'on est dans un processus de négociation collective en vue de l'extension, il y a des clauses obligatoires qui sont imposées par l'article L2261-22 et notamment des clauses obligatoires sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, sur la suppression des écarts de rémunération et sur les mesures adoptées par l'accord étendu, candidat à l'extension, pour remédier aux inégalités constatées. Je vous l'ai dit, les dispositions de l'accord de branche relatives à l'égalité professionnelle appartiennent au bloc 1. Donc, concrètement, si un accord d'entreprise comporte des dispositions relatives à l'égalité professionnelle, eh bien, ces dispositions relatives à l'égalité professionnelle ne prévalent pas sur celles de l'accord de branche, sauf si elles comportent des garanties au moins équivalentes.
Et là encore, on va être dans une pesée globale, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble des mesures qui sont prévues par l'accord de branche, on va les comparer avec l'ensemble des mesures qui sont prévues par l'accord d'entreprise, et on va essayer de peser ces deux accords pour déterminer si l'accord d'entreprise comporte des garanties au moins équivalentes. Là, c'est un peu plus compliqué parce que autant pour les SMH, on a un montant quantifié garanti, autant pour les mesures relatives à l'égalité professionnelle, il n'y a pas de montant quantifié généralement, il n'y a pas, par exemple, d'engagement financier pour financer des mesures d'égalité, et donc on va se livrer à une comparaison qualitative, ce qui évidemment est toujours particulièrement compliqué. Alors, connaître, c'est bien, négocier, c'est parfait, agir, c'est-à-dire conclure des accords collectifs qui comportent des dispositions actives, c'est effectivement extrêmement intéressant. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est encore une fois le champ des possibles, parce qu'en matière d'égalité professionnelle, il y a souvent des réticences qui sont à la fois culturelles et juridiques, des réticences par rapport notamment au principe d'égalité et singulièrement ici par rapport au principe de non-discrimination entre femmes et hommes. Il faut rappeler d'abord, en matière d'égalité professionnelle, et notamment lorsqu'il s'agit de négocier pour rattraper les écarts dont sont victimes, disons les choses très clairement, la plupart du temps, les femmes au travail, il y a des mesures qui sont tout à fait possibles et qui ne constituent pas, au regard du Code du travail, des discriminations. C'est-à-dire, il s'agit de mesures ciblées sur les femmes dès lors qu'il s'agit ici soit de tenir compte du fait que les femmes ne sont pas dans la même situation que les hommes, et vous savez que si on n'est pas dans la même situation, on n'a pas vocation à être traité de la même manière, soit parce qu'on va considérer qu'ils sont dans la même situation professionnelle, soit on va être dans ce qu'on appelle des mesures de rattrapage ou des différences de traitement autorisées, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'un certain nombre de mesures qui vont cibler les femmes en tant que catégorie de salariés sont justifiées par la nécessité de rétablir une sorte d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Alors, le Code du travail, l'article L1142.4, qui met en œuvre d'ailleurs ici les dispositions du droit de l'Union européenne, ces dispositions sont relativement alors à la fois précises et en même temps quelquefois un peu floues à comprendre lorsqu'on n'est pas baigné dans cette culture des mesures de rattrapage. D'abord, il faut être certain que les femmes, en tant que catégorie de salariés particulière, sont de fait moins bien traitées que les hommes pour l'accès à des fonctions d'encadrement, par exemple, mais également pour des niveaux de rémunération dans les catégories professionnelles. Il faut que les mesures de rattrapage soient appropriées, c'est-à-dire qu'elles soient identifiées comme étant pertinentes pour aboutir à résorber les écarts. Il faut évidemment que ces mesures n'aboutissent pas à faire en sorte que les femmes soient réellement mieux traitées que les hommes. Donc, il s'agit de mettre juste la dose d'avantages ciblés pour rattraper les écarts de rémunération. Et par hypothèse, il faut que ces mesures soient temporaires, puisqu'évidemment, elles ne sont justifiées que pour autant qu'elles visent à compenser une inégalité réelle au détriment des femmes. Et donc, à partir du moment où on aura rééquilibré les plateaux de la balance, eh bien, les mesures destinées à favoriser les femmes n'ont plus de raison d'être, elles tombent d'elles-mêmes. Alors évidemment, certaines mesures sont directement liées à des spécificités objectives. Et donc là, on est évidemment dans la différence de situation. Je pense notamment à la question des salles d'allaitement, à l'aménagement des postes de travail pour les femmes enceintes. Donc là, on est évidemment sur une réalité objective qui s'impose directement et qui ne remet pas en cause la justification des mesures. Mais encore une fois, il y a des mesures qui peuvent être mises en place. Alors, je sais bien que ces mesures sont quelquefois un peu compliquées à mettre en œuvre sur un plan politique, mais on peut imaginer, par exemple, des filières de recrutement spécifiques aux femmes. Il y a des entreprises à statut qui le prévoient, par exemple. On peut imaginer, par exemple, si on a une sous-représentation des femmes dans les fonctions d'encadrement, on peut imaginer des postes d'encadrement qui sont réservés à des concours, enfin qui sont pourvus par processus de recrutement qui sont réservés aux femmes. Si on veut garantir une augmentation du nombre de cadres femmes
dans les entreprises. Alors, j'entends les objections qui vont être faites. On ne va quand même pas recruter des femmes incompétentes, mais ce n'est pas la question. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un recrutement pour des postes d'encadrement à des femmes et qu'on réserve le concours à des femmes parce qu'on a une sous-représentation chronique des femmes dans les fonctions d'encadrement, il ne s'agit pas de privilégier le critère du sexe sur le critère de la compétence professionnelle. Il s'agit d'avoir pour ces concours de recrutement, pour ces phases de recrutement, exactement les mêmes exigences professionnelles que pour les autres phases de recrutement, c'est-à-dire qu'on recherche des candidates qui présentent toutes les qualifications requises et l'expérience nécessaire et les aptitudes nécessaires pour le poste pour lesquels on les recrute. Simplement, on va réserver le concours à des candidates femmes pour augmenter le niveau. Ça veut dire concrètement que s'il n'y a pas de candidates remplissant les critères de compétence, les postes ne sont pas attribués et à ce moment-là, l'entreprise peut réouvrir le recrutement sans distinction de sexe parce que, évidemment, le processus de recrutement spécifique n'aura pas abouti. Alors, encore une fois, je ne néglige pas, je n'ignore absolument pas les difficultés philosophiques, pratiques que ces mesures peuvent rencontrer. Simplement, il y a des entreprises, notamment à statut, notamment les RATP, pour ne pas la citer, qui a mis en œuvre ce genre de dispositions. Alors, c'est peut-être plus facile dans les entreprises qui travaillent dans les services publics ou qui sont issues du secteur public, mais ce genre de mesures ne se heurte en tout cas pas à des obstacles juridiques. Et puis, indépendamment de ces mesures qui sont destinées à corriger directement les inégalités, et c'est d'ailleurs plutôt dans cette deuxième catégorie de mesures qu'on observe que les accords de branche se situent, il faut rappeler le travail sur les freins invisibles à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les causes réelles, les causes sociologiques, pour ne pas dire les causes environnementales au sens très large du terme, qui peuvent expliquer pourquoi il y a une surreprésentation des femmes dans les professions ou dans certains postes à responsabilité, en travaillant sur les sources des difficultés. Alors, les exemples classiques, c'est pour favoriser, pour inciter les femmes à se porter candidates sur des fonctions d'encadrement, il faut organiser les fonctions d'encadrement de manière différente, notamment pour favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On ne met pas des réunions après 18 heures, on ne les met même pas après 16 heures, on met des réunions d'équipe à 14 heures parce que si elles terminent à 16 heures et que les cadres responsables, mères de famille qui vont chercher leurs enfants en crèche, en garderie ou à l'école pourront éventuellement être disponibles à 16h30 ou à 17h, pas forcément tous les jours, mais en tout cas, ce sont ce genre de mesures qui sont des mesures qui sont neutres en réalité, puisque il ne s'agit pas ici de prendre des dispositions qui sont relatives au sexe, simplement il s'agit de prendre des dispositions qui vont évidemment s'appliquer aux femmes si on pense que 80% des tâches ménagères sont réalisées par les mères et pas par les pères. Encore une fois, le développement des politiques en matière de crèche d'entreprise, le versement de primes de crèche, alors qui ne sont pas réservées aux femmes, mais qui seront garanties à tous les salariés qui sont en charge de famille, évidemment pour favoriser l'accès à des crèches qui ont des horaires plus souples, va permettre évidemment de régler la question de la prise en charge des enfants après le travail pour ces femmes qui accéderaient à des fonctions avec des amplitudes journalières plus importantes, des congés supplémentaires qui sont accordés aux salariés chargés de famille, des aménagements du temps de travail notamment pour favoriser l'entrée au travail le matin un peu plus tard, et puis évidemment tous les outils de communication destinés, ciblés vers les jeunes filles. Et là, je parle de ces métiers historiquement considérés comme étant plutôt masculins, le bâtiment, la mécanique automobile, etc., où on peut imaginer évidemment des mesures de communication ciblées sur la population féminine. L'idée, évidemment, c'est de travailler sur les représentations inconscientes pour favoriser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Voilà ce que je voulais dire sur ce petit tour d'horizon rapide de la situation de la négociation sur l'égalité dans les branches. Merci Christophe, extrêmement intéressant parce que ça nous rappelle d'abord qu'il faut qu'on traite le sujet au niveau des branches,
mais aussi ça permet d'illustrer par quelques exemples ce que l'on peut faire au niveau de la branche sur un sujet dont on a du mal finalement à s'emparer. Donc le propos était parfaitement adapté au thème qui reste quand même le salaire, au travers essentiellement du salaire minimum hiérarchique. Mais on vient de le voir, et c'est un peu un propos conclusif, avec cet arrêt du Conseil d'État, qui est l'application de l'ordonnance du 22 septembre 2017, je crois que les branches n'ont pas vraiment le choix. Je crois qu'on vient de le voir, même si vous avez une option entre négocier ou ne pas négocier sur la définition du salaire minimum hiérarchique, je crois que la sécurité et le rôle que le législateur a conféré à la branche, notamment le rôle de définition des conditions de travail des salariés, de régulation de la concurrence dans la branche, à mon avis, vous impose de vous saisir de ce sujet. Après, il ne faut pas partir dans tous les sens. Je pense que si on décide de discuter du salaire minimum hiérarchique, je pense qu'il faut avoir une approche cohérente. Et intégrer dans ce salaire minimum hiérarchique, si vous entendez y intégrer des primes, celles qui, en toute logique, sont la contrepartie directe du travail. Et ne pas compliquer les choses en allant y intégrer, on l'a vu tout à l'heure au travers des exemples que j'ai pu donner, des éléments de rémunération qui sont plus des contreparties à des suggestions ou qui sont intrinsèquement variables et qui rendraient beaucoup moins lisible la pratique du salaire minimum hiérarchique. Donc, deux questions. La première, faut-il négocier et définir le SMH? J'aurais tendance à répondre oui. La deuxième, que faut-il intégrer dans le SMH? Il faut être prudent. Il faut être prudent en ayant une approche qui consiste à prendre en compte les éléments de rémunération qui sont la contrepartie directe du travail du salarié. Je pense que c'est une clé de lecture qui vous permettra d'avoir une approche sécurisée de la définition du SMH. Voilà, il est 10h30, donc je pense que on a terminé. Merci pour votre participation active et les nombreuses questions intéressantes qui ont été posées sur un sujet qui est nouveau, il faut bien le dire, et qui va s'enrichir au fur et à mesure de l'évolution des dispositions conventionnelles. Merci à tous les intervenants également. On se retrouvera très prochainement, la date n'a pas encore été fixée ni les thèmes, mais très prochainement, probablement dans le milieu du premier semestre, pour un nouveau club des branches. Merci à tous pour votre participation active et à très bientôt.